Le choc n'a pas eu lieu sur un champ de bataille, mais au cœur d'une ville en ruine. Le 7 septembre de l'année 1945, Berlin est encore meurtrie, couverte de gravats, de façades éventrées et de rues éventrées par les bombes. Les armées alliées défilent pour célébrer la victoire. Pour les officiers britanniques présents sur la tribune, il ne s'agit pas seulement d'un cérémonial politique. C'est aussi une occasion d'observer, de comparer, d'évaluer. Jusqu'à ce que surgissent 52 chars soviétiques qui n'avaient jamais été vus auparavant par les Occidentaux. Ils avancent lentement, lourds, bas, presque écrasés contre le sol. Leurs tourelles hémisphériques aplaties et leurs étranges nez en forme de pic donnent l'impression que les obus glisseraient naturellement sur leur blindage. Les officiers britanniques cessent de parler. Certains restent figés, d'autres échangent des regards incrédules. Ces machines ne ressemblent à rien de connu. Ce sont des IS-3, des chars lourds soviétiques conçus à la toute fin de la guerre, et leur simple apparition fait voler en éclats des années de certitude. À cet instant précis, une idée terrifiante s'impose. Les nouveaux Centurions, fierté de l'industrie britannique, ne font pas le poids. Leurs canons de 76 mm et leur blindage frontal équivalent ne représentent aucune menace crédible face à ces monstres d'acier. Les rapports techniques sont sans appel. Le canon soviétique de 122 mm peut percer le blindage frontal du Centurion à une distance d'environ 1200 mètres. Dans l'autre sens, la réponse britannique est presque inexistante. À portée réelle de combat, les obus britanniques n'ont pratiquement aucune chance. Très vite, la stupeur laisse place à l'inquiétude, puis à la panique. Les services de renseignement britanniques alimentent cette peur naissante. Selon leurs estimations, l'Union soviétique ne se contenterait pas de quelques prototypes. Elle préparerait une production de masse de chars lourds. Dans les états-majors, on commence à imaginer des colonnes entières d'IS-3 déferlant à travers le corridor de Fulda, balayant les forces de l'OTAN avant de foncer vers la Manche. Peu importe que ce scénario soit exagéré ou non, ce qui compte, c'est qu'il paraît plausible. Un officier britannique résumera plus tard ce moment en une phrase simple et glaciale. Lorsque l'IS-3 est apparu, tout le monde disait que c'était effrayant, et personne ne savait quoi faire. Cette absence de réponse devient insupportable pour une armée qui se veut encore l'une des principales puissances militaires du monde. Il faut une solution, et il la faut rapidement. L'ordre donné aux ingénieurs est clair et sans ambiguïté. Créer un char capable de détruire les lourdes machines soviétiques à une distance où celles-ci ne pourraient pas riposter efficacement. Il ne s'agit pas de produire un char polyvalent, mais un tueur spécialisé. Une arme conçue pour rester en arrière, observer, mesurer, puis frapper avant que l'ennemi n'ait compris d'où venait la menace. Les premières études s'appuient sur ce qui existe déjà. Les ingénieurs britanniques reprennent le châssis du projet A-45, un char d'appui d'infanterie dont le développement avait été interrompu à la fin de la guerre. Ce choix permet de gagner du temps. Dans un premier temps, il est envisagé d'armer la nouvelle machine d'un canon de 20 livres, soit un calibre de 84 mm. Mais très vite, cette option apparaît insuffisante. Les données du renseignement montrent que les ingénieurs soviétiques ne sont pas restés immobiles après l'IS-3. En l'année 1949, une décision radicale est prise. Le futur char britannique recevra un canon de 120 mm. Un calibre colossal pour l'époque, capable de projeter un obus perforant à une vitesse dépassant 1300 mètres par seconde. Sur le papier, ce canon peut transpercer n'importe quel blindage soviétique existant à des distances considérables. Mais intégrer une telle arme dans une tourelle fonctionnelle pose des problèmes immenses. Pendant que les ingénieurs luttent avec les contraintes mécaniques, thermiques et structurelles de cette future tourelle, l'armée a besoin d'un banc d'essai. C'est ainsi qu'apparaît un modèle intermédiaire, le FV-221 Carnarvon. Il combine le châssis destiné au futur conquéreur avec une tourelle de Centurion de seconde modification. 21 exemplaires sont construits. Ils ne sont jamais destinés au combat. Leur rôle est strictement expérimental. Tester la suspension, la transmission, entraîner les équipages et accumuler de l'expérience réelle. Ces essais révèlent déjà une vérité dérangeante. La machine est lourde, exigeante, complexe. Mais à ce stade, personne ne songe à reculer. La peur née à Berlin continue de guider chaque décision. Ce projet n'est pas une démonstration technologique.
C'est une réponse directe à une menace perçue comme existentielle. En l'année 1954, après des années de travail, la tourelle armée du canon de 120 mm est enfin prête. Elle est installée sur un châssis profondément modifié. Le FV-214 Conqueror vient de naître. Un char pensé dès le départ comme le dernier rempart, l'ultime réponse britannique à un monstre soviétique qui, paradoxalement, n'a encore jamais tiré un seul coup de feu contre l'Ouest. Lorsque le FV-214 commence enfin à prendre forme, il ne ressemble à rien de connu dans les unités britanniques. Ce n'est pas un char élégant, ni même équilibré. C'est une masse d'acier, pensée pour intimider avant même de tirer. Les premiers exemplaires sortent des ateliers au milieu des années 50 et provoquent une réaction immédiate chez ceux qui les voient pour la première fois. Même les tankistes expérimentés restent silencieux quelques secondes devant cette silhouette écrasante, trop grande, trop large, presque excessive. Avec une masse de combat d'environ 64 tonnes, le Conqueror devient le char le plus lourd jamais mis en service par l'armée britannique. La priorité n'a jamais été la discrétion. Le blindage frontal de la tourelle atteint jusqu'à 180 mm d'épaisseur, moulé selon des formes arrondies destinées à dévier les projectiles. Le corps du char est massif, long, avec une silhouette qui rappelle immédiatement les anciens chars d'infanterie britanniques de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas un hasard. Les ingénieurs ont volontairement conservé cette philosophie, privilégiant la protection et la stabilité plutôt que la vitesse pure. Le train de roulement est l'un des éléments les plus caractéristiques de la machine. 8 paires de petits galets de chaque côté, montés sur la suspension Horstmann, donnent au Conqueror une allure presque archaïque. Pourtant, cette suspension est l'un de ses atouts majeurs. Chaque ensemble de galets est monté sur une bogie externe facilement démontable. En cas de dommage, l'équipage ou les équipes de maintenance peuvent remplacer un module entier sans démonter la moitié du char. Dans une guerre supposée se dérouler en Europe centrale, sous le feu et dans la boue, cette simplicité est cruciale. Les larges chenilles répartissent efficacement le poids colossal de la machine. Là où d'autres chars s'enlisent, le Conqueror parvient à avancer avec une assurance surprenante. Sur terrain meuble, il se montre parfois plus à l'aise que des véhicules pourtant bien plus légers. Cette capacité renforce l'idée que le char est conçu pour occuper des positions dominantes et s'y maintenir, plutôt que pour manœuvrer rapidement. Le cœur du Conqueror est un moteur bien connu des Britanniques. Le Rolls-Royce Meteor M120, un 12 cylindres essence développant environ 810 chevaux. Les spécialistes reconnaissent immédiatement son héritage aéronautique. Ce moteur est un dérivé direct du Merlin, le même bloc qui propulsait les Spitfire et les Lancaster pendant la guerre. Adapté au combat terrestre, il conserve néanmoins une personnalité exigeante, presque capricieuse. Sur le papier, cette puissance semble respectable. Dans la réalité, elle se révèle insuffisante pour déplacer efficacement 64 tonnes d'acier. Le rapport poids-puissance est faible, autour de 12 chevaux et demi par tonne. Le Conqueror accélère lentement, répond avec retard, et demande une anticipation permanente de la part du conducteur. Sa vitesse maximale sur route atteint environ 34 km/h, mais dans la pratique, elle est rarement exploitée. La machine donne toujours l'impression de réfléchir avant d'obéir. La transmission ajoute une couche supplémentaire de complexité. 2 types de boîtes de vitesse sont installées sur les différents exemplaires, les modèles Z52 et Z52R. Toutes deux disposent de 5 rapports avant et 2 arrière, mais leur schéma de commande est inversé. Un conducteur passant d'un char à l'autre doit impérativement identifier la boîte installée, sous peine de déclencher une manœuvre totalement opposée à celle souhaitée. Dans un engin de cette masse, une erreur de ce type peut avoir des conséquences graves. À l'intérieur, l'espace est organisé de manière fonctionnelle, mais sans concession au confort. Chaque poste est exigu, bruyant, saturé de chaleur et de vibrations. Le conducteur est installé à l'avant droit du char, entouré de leviers, de pédales et d'indicateurs. Il peut ajuster la hauteur de son siège pour conduire tête hors du char ou entièrement fermé, observant la route à travers des périscopes. La visibilité reste limitée et la conduite exige une concentration constante.
Mais c'est la tourelle qui incarne véritablement l'ambition du Conqueror. Large, moulée, dotée d'une massive niche arrière, elle est conçue pour accueillir le véritable protagoniste de cette machine. Le canon L1 de 120 mm. Une arme gigantesque pour l'époque, conçue spécifiquement pour détruire des chars lourds à longue distance. Sa seule présence impose le respect. L'intégration de cette arme n'a rien de trivial. Le recul est violent, les contraintes mécaniques énormes, et l'équilibrage de la tourelle devient un défi permanent. Le chargement est séparé, avec des obus et des charges propulsives stockées dans différents compartiments. Cette configuration réduit les risques de détonation catastrophique, mais complique considérablement le travail de l'équipage. Très vite, les premiers essais révèlent une vérité dérangeante. Le Conqueror est impressionnant, protégé, redoutablement armé. Mais il est aussi fragile dans son fonctionnement quotidien. Chaque sortie demande une préparation méticuleuse. Chaque kilomètre parcouru sollicite durement la mécanique. Les équipes de maintenance commencent à comprendre que ce géant exigera un prix élevé pour rester opérationnel. Pourtant, malgré ces signaux inquiétants, personne ne remet le projet en question. Car dans l'esprit des stratèges britanniques, une seule chose compte encore. Si les chars soviétiques apparaissent un jour à l'horizon, il faudra quelque chose de suffisamment puissant pour les arrêter avant qu'ils ne puissent riposter. Et c'est précisément là que le Conqueror va tenter de faire la différence. Si le Conqueror impressionne par sa masse et sa silhouette, c'est son armement qui définit réellement sa raison d'exister. Tout, dans ce char, converge vers un objectif unique, détruire un char lourd ennemi avant même que celui-ci n'ait compris qu'il est pris pour cible. Le canon L1 de 120 mm n'est pas une simple évolution des armes précédentes. C'est une rupture volontaire, assumée, presque brutale avec la tradition britannique. Ce canon est conçu dès l'origine pour le combat à longue distance. Sa longueur, son rayage et la qualité de sa fabrication permettent d'atteindre des vitesses initiales exceptionnelles pour l'époque. Les ingénieurs savent parfaitement ce qu'ils cherchent. Une trajectoire tendue, une précision maximale et une énergie suffisante pour vaincre les blindages soviétiques les plus redoutés. Dans les essais, l'arme démontre rapidement qu'elle dépasse tout ce que les chars britanniques ont connu jusque-là. Deux types de munitions sont développés pour exploiter pleinement ce potentiel. La première est l'obus perforant sous-calibré à sabot détachable, connu sous l'appellation APDS. Son principe est simple et terrifiant. Un noyau en tungstène extrêmement dense est propulsé à une vitesse dépassant 1400 mètres par seconde. Le sabot, chargé de guider le projectile dans le canon, se détache après la sortie de la bouche, laissant le pénétrateur filer vers sa cible. À une distance approchant 2 km, cet obus est capable de percer plus de 120 mm de blindage incliné. Pour les équipages adverses, cela signifie qu'aucune zone frontale n'est réellement sûre. La seconde munition incarne une approche totalement différente. Le projectile Hesh, explosif à tête plastique, devient rapidement le favori des tankistes britanniques. Contrairement aux obus classiques, il ne cherche pas à percer directement la cuirasse. À l'impact, la charge explosive s'écrase contre le blindage avant de détonner, envoyant une onde de choc à travers le métal. À l'intérieur du char touché, des éclats mortels se détachent de la paroi et ricochent dans le compartiment de combat. L'efficacité de ce type de munition ne dépend pas de la vitesse d'impact, ce qui lui confère une létalité constante, même à grande distance. Sa portée utile dépasse largement celle des obus perforants. Cette puissance de feu impose cependant des contraintes sévères à l'équipage. Le Conqueror utilise un chargement séparé. Chaque tir exige 2 gestes distincts. D'abord, l'introduction d'un obus pouvant peser jusqu'à 16 kg. Ensuite, l'insertion d'une lourde douille contenant la charge propulsive, dont la masse peut dépasser 20 kg. Près de 40 kg doivent être manipulés pour chaque coup, dans un espace étroit, bruyant et soumis aux secousses du tir. Le rôle de chargeur devient l'un des plus éprouvants physiquement de son époque. Le stockage des munitions est réparti dans toute la caisse et la tourelle. Une partie est placée à portée immédiate pour accélérer le tir, le reste étant disséminé dans le châssis. Cette organisation améliore la sécurité en cas de pénétration, mais elle complique le travail en combat prolongé.
Plus la bataille dure, plus les gestes deviennent lents, plus la fatigue s'accumule. Mais l'innovation la plus marquante du Conqueror ne réside pas uniquement dans son canon. Elle se trouve au sommet de la tourelle, dans une structure qui surprend tous ceux qui la découvrent pour la première fois. La petite tourelle du commandant, perchée au-dessus de la masse principale, ressemble à une forteresse miniature. Et elle cache une révolution doctrinale. Pour la première fois sur un char de série, les Britanniques mettent en œuvre ce qui sera plus tard appelé le principe chasseur-tueur. Le commandant ne se contente plus d'observer passivement le champ de bataille. Sa tourelle est montée sur un système électrique indépendant, capable de tourner sur 360 degrés sans déplacer la tourelle principale. À l'intérieur, il dispose de son propre périscope panoramique, d'un télémètre optique et d'un viseur permettant de désigner directement des objectifs. Le fonctionnement est redoutablement efficace sur le papier. Tandis que le tireur engage une cible, le commandant scrute déjà l'environnement à la recherche de la suivante. Il mesure la distance, anticipe le tir, prépare les données. Dès que le premier objectif est neutralisé, le canon peut être redirigé presque instantanément vers le suivant. Le temps mort entre deux engagements est drastiquement réduit. Le commandant peut même prendre le contrôle direct du tir. Son poste lui permet de pointer et de faire feu avec le canon principal ou avec la mitrailleuse montée sur sa tourelle. Cette autonomie donne au Conqueror une flexibilité tactique inédite. Sur de longues distances, là où la détection et la précision font la différence, l'avantage est considérable. Là où un équipage adverse doit encore estimer la distance, le Conqueror peut déjà tirer. Mais cette sophistication a un coût. Le commandant se retrouve isolé, physiquement séparé du reste de l'équipage. Toute communication passe par l'interphone interne. Si celui-ci tombe en panne, la coordination devient extrêmement difficile. Pire encore, le système électrique de la tourelle du commandant se révèle capricieux. Les pannes sont fréquentes. Et aucun mécanisme manuel de secours n'est prévu. Lorsque l'électricité fait défaut, la tourelle se fige, et avec elle, disparaît l'un des principaux avantages du char. Ainsi, au cœur même de son innovation, le Conqueror porte déjà les germes de ses futures limites. Il est capable de voir, de frapper et de détruire à des distances inédites. Mais cette supériorité repose sur des systèmes complexes, fragiles, exigeants. Et sur un champ de bataille réel, la technologie la plus avancée ne pardonne pas longtemps l'imperfection. Lorsque le Conqueror entre enfin en service opérationnel, il ne défile pas dans les rues et ne cherche pas la gloire. Il est discrètement envoyé là où l'angoisse stratégique est la plus forte. En Allemagne de l'Ouest, au cœur du dispositif britannique du Rhin, il prend place derrière les régiments de centurions. Sa mission est strictement définie et ne souffre aucune ambiguïté. Observer, attendre, frapper à distance. Le Conqueror n'est pas censé mener l'assaut, mais trancher l'issue d'un affrontement avant qu'il ne dégénère. Sur les cartes d'état-major, le concept est séduisant. Les centurions absorbent le choc initial, manœuvrent, fixent l'ennemi. En retrait, à une distance calculée, les Conquerors prennent position et engagent les cibles lourdes. Chaque tir doit compter. Chaque apparition du canon de 120 mm doit être décisive. Dans l'esprit des planificateurs, cette combinaison forme un rempart capable de briser une percée soviétique. La réalité du terrain, elle, se montre moins docile. Dès les premiers exercices à grande échelle, les équipages découvrent que le plus grand adversaire du Conqueror n'est pas un char ennemi hypothétique, mais sa propre complexité. Mettre la machine en mouvement demande une préparation minutieuse. Les contrôles sont longs, les réglages constants, et le moindre oubli se paie immédiatement. Le moteur, pourtant issu d'une lignée prestigieuse, révèle ses limites dans un usage prolongé. À froid, il rechigne à démarrer. Après de longs déplacements, il surchauffe. Les pannes surviennent sans prévenir, immobilisant parfois le char dans des positions embarrassantes. Les équipes de dépannage deviennent des acteurs permanents des manœuvres. Un Conqueror en ligne représente des dizaines d'heures de travail invisible en amont. Les problèmes ne s'arrêtent pas là. Les systèmes électriques, essentiels au fonctionnement de la tourelle du commandant, sont particulièrement sensibles. Lorsqu'ils fonctionnent, l'efficacité est indéniable.
lorsqu'il tombe en panne, le char perd instantanément une grande partie de sa valeur tactique. Les équipages doivent alors improviser, adapter leurs procédures, accepter une dégradation brutale de leurs capacités. Les transmissions internes constituent un autre point de fragilité. La coordination entre les membres d'équipage dépend entièrement de l'interphone. Dans le vacarme du moteur et du tir, toute défaillance transforme l'intérieur du char en une succession de postes isolés, incapables de communiquer efficacement. La tension monte rapidement dans ces conditions, surtout lors des exercices de tir réels. Le chargeur, déjà éprouvé physiquement, subit une pression supplémentaire. Le rythme imposé par les scénarios d'entraînement exige des enchaînements rapides. Manipuler des projectiles lourds dans un espace restreint, sous la surveillance constante des instructeurs, devient un véritable supplice. Les erreurs sont rares, mais chaque incident ralentit l'ensemble de l'équipage et expose les faiblesses de la conception. Malgré tout, lorsque le Conqueror parvient à tirer dans des conditions idéales, l'effet est saisissant. À longue distance, les cibles sont atteintes avec une précision que peu d'autres chars peuvent égaler à cette époque. Les observateurs notent que, sur le plan purement balistique, la machine tient ses promesses. Le problème n'est pas ce qu'elle peut faire, mais ce qu'elle exige pour y parvenir. Peu à peu, un malaise s'installe. Les tankistes comparent inévitablement le Conqueror au Centurion. Ce dernier, moins impressionnant, moins spécialisé, se montre paradoxalement plus fiable, plus simple à maintenir, plus tolérant aux erreurs humaines. Là où le Conqueror impose une discipline mécanique stricte, le Centurion pardonne. Les commandants d'unités commencent à se poser des questions. Dans une guerre réelle, sous pression constante, avec des pertes et des contraintes logistiques sévères, pourra-t-on maintenir ces géants opérationnels suffisamment longtemps pour qu'ils jouent leur rôle décisif? La réponse n'est jamais formulée ouvertement, mais elle se lit dans les rapports, dans les demandes répétées de pièces de rechange, dans les heures de maintenance qui s'accumulent. À mesure que les années passent, un autre facteur vient bouleverser les certitudes. Pendant que le Conqueror lutte pour rester opérationnel, les autres chars britanniques évoluent. Les Centurions reçoivent des canons plus puissants, des améliorations constantes, et se rapprochent dangereusement du territoire réservé aux chars lourds. L'écart se réduit, lentement mais inexorablement. Le Conqueror commence alors à apparaître non plus comme une solution d'avenir, mais comme une réponse figée à une peur passée. Une machine conçue pour une menace précise, dans un contexte qui évolue plus vite que prévu. Sur le terrain, cette prise de conscience reste diffuse, mais elle progresse. Les équipages continuent de s'entraîner, de réparer, de composer avec les caprices de leur monture. Ils savent qu'ils servent sur une machine exceptionnelle, redoutée et respectée. Mais ils sentent aussi que quelque chose leur échappe, que le temps joue contre eux. Et que le véritable affrontement, celui pour lequel le Conqueror a été créé, pourrait ne jamais avoir lieu. La fin du Conqueror ne commence pas par un ordre brutal ni par une décision spectaculaire. Elle s'installe lentement, presque imperceptiblement, dans les bureaux d'état-major et sur les terrains d'exercice. Au tournant de la fin des années 50, le monde blindé change plus vite que prévu. Les scénarios qui avaient justifié la naissance du char lourd britannique commencent à se fissurer. Du côté soviétique, la menace tant redoutée ne se matérialise pas comme les Britanniques l'avaient imaginé. L'IS-3, ce spectre apparu à Berlin, ne devient pas le fer de lance d'immenses armées de chars lourds. Les ingénieurs et les théoriciens soviétiques arrivent à une conclusion proche de celle de leurs homologues occidentaux. Le futur n'appartient pas à des machines spécialisées, lentes et coûteuses, mais à des chars capables de tout faire raisonnablement bien. Mobilité, puissance de feu et protection doivent coexister dans un équilibre plus pragmatique. Pendant ce temps, le Conqueror reste cantonné à son rôle défensif, figé dans une posture d'attente permanente. Il patrouille, s'entraîne, simule des duels qui n'auront jamais lieu. Les équipages connaissent parfaitement leur machine, ses forces comme ses faiblesses. Ils savent ce qu'elle peut accomplir dans des conditions idéales, mais ils savent aussi combien il est difficile de réunir ces conditions dans la réalité. Un autre élément pèse lourdement dans la balance, le coût. Chaque heure de fonctionnement du Conqueror absorbe des ressources considérables. Pièces de rechange, carburant, temps de maintenance, personnel spécialisé.
Là où un char plus léger peut être remis en ligne rapidement, le Conqueror exige une attention constante. Dans une armée confrontée à des restrictions budgétaires et à une évolution rapide des doctrines, ce fardeau devient de plus en plus difficile à justifier. Parallèlement, le Centurion poursuit sa transformation. Son armement progresse, sa fiabilité s'améliore, et surtout, il reçoit un nouveau canon qui change tout. Le canon L7 de 105 mm offre des performances capables de rivaliser avec les menaces soviétiques contemporaines, tout en étant monté sur une plateforme bien plus simple à exploiter. Le fossé qui séparait autrefois le char moyen du char lourd commence à disparaître. Dès lors, une question devient inévitable. À quoi sert encore le Conqueror? Il a été conçu pour répondre à un danger précis, dans un contexte figé par les premières années de la guerre froide. Or, ce contexte n'existe plus vraiment. Les lignes doctrinales se déplacent. Le concept même de char lourd dédié perd de sa pertinence. La réponse britannique prend la forme d'un nouveau projet, le Chieftain. Un char qui n'est plus pensé comme un spécialiste de l'arrière, mais comme une machine centrale, capable d'affronter tous les rôles. Il hérite de l'un des legs les plus importants du Conqueror, le calibre de 120 mm, mais dans une approche radicalement différente. Moins de masse, une silhouette plus basse, une conception tournée vers l'efficacité globale plutôt que la domination à longue distance. Face à cette évolution, le destin du Conqueror est scellé. Les décisions sont prises sans drame. Les unités commencent à s'en séparer. Les machines sont retirées progressivement du service actif. Certaines servent encore pour l'entraînement, d'autres pour des essais, mais la logique est irréversible. En l'espace d'à peine une décennie, un char conçu dans l'urgence stratégique devient obsolète. Entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60, seulement 185 Conquerors auront été construits. Leur carrière opérationnelle est courte, presque frustrante. Ils n'auront jamais affronté l'adversaire pour lequel ils ont été conçus. Ils n'auront jamais tiré en colère contre un IS-3 réel. Leur guerre est restée théorique, confinée aux cartes, aux calculs et aux exercices. Et pourtant, leur importance ne disparaît pas avec leur retrait. Le Conqueror incarne un moment précis de l'histoire militaire. Un moment où la peur a dicté l'ingénierie, où l'on a tenté de répondre à une vision terrifiante par une machine encore plus terrifiante. Il représente l'ultime expression britannique de la philosophie du char lourd, poussée jusqu'à ses limites techniques et humaines. Son héritage n'est pas celui de la victoire, mais celui de la transition. Les systèmes de conduite de tir avancés, le rôle actif du commandant, la recherche de la précision à longue distance deviennent des standards. Le Conqueror n'a pas gagné de bataille, mais il a façonné la manière dont les batailles allaient être pensées ensuite. Ainsi s'achève l'histoire du FV-214 Conqueror. Un char né de la stupeur, forgé dans l'urgence, respecté pour sa puissance, abandonné pour sa complexité. Un géant d'acier qui n'a jamais combattu l'ennemi qui l'a fait naître, mais qui a marqué à jamais la fin d'une époque. Si cette histoire vous a captivé, soutenez-la avec un like, partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits où la peur, la technologie et la guerre s'entremêlent.